Voilà, l'enregistrement est lancé pour que les absents puissent aussi profiter. Et donc, Marc, tu suggérais que, comme on a l'habitude de le faire ensemble quand on commence une session, après ce temps de centrage qu'on vient de vivre, de partager chacun notre météo. Et puis, moi, je partagerais bien aussi des intentions qu'on aimerait poser pour ce temps euh, de plus d'une heure qu'on va passer ensemble avec nos auditeurs et auditrices. Carrément. Après toi. Ok. Alors, euh, aujourd'hui, il fait beau chez nous, en Ariège. Je me sens plutôt tranquille et en joie. Je me sens vraiment enthousiaste par rapport à ce temps qu'on va passer ensemble parce que j'ai plein de choses à raconter. Euh, Vraiment des choses desquelles j'ai pas encore trop discuté avec toi en fait, Marc. Et puis, et je serais vraiment curieux de savoir comment tu serais par rapport à ce que je vais partager. Euh, ouais, aujourd'hui c'était enfin hier c'était l'anniversaire des 40 ans de Marjorie, donc on a célébré aujourd'hui en prenant un bon repas ensemble à midi au restaurant, on s'est fait plaisir. C'est pour ça que je suis en chemise au fait, c'est pas c'est pas mon accoutrement de webinaire pour ceux qui se posaient la question. Euh, et puis ouais, peut-être une intention que j'aimerais poser pour ce temps, euh, c'est d'être dans le flow, de recentrer sur les fondamentaux du leadership authentique et déjà peut-être prendre un temps pour, là, aujourd'hui, si on définissait le truc, ce serait quoi? Parce qu'à chaque fois qu'on se parle, bah, la définition se complexifie, évolue, prend on le voit sous d'autres angles et tout ça. Et j'aime bien qu'on fasse cet exercice un peu spontanément de se connecter à ici et maintenant, c'est quoi pour nous deux le leadership authentique? Ouais, je pose l'intention de tirer le meilleur parti de ce temps pour que ce soit le plus inspirant possible pour nos auditeurs et auditrices. Et puis, le thème sur lequel je travaille pas mal en ce moment, c'est la posture de victime. J'ai eu pas mal de réalisations assez profondes sur ce que c'est et comment c'est au quotidien, en fait, ma relation à ma victime intérieure et, euh, et le travail que je fais pour transformer. Moi qui pensais à la base ne pas en avoir tant que ça, en fait, pas de si. Et puis, en espérant que mon cheminement puisse éclairer les cheminements des autres, quoi. Voilà pour moi. Merci, Arline. Du coup, de mon côté, je suis vraiment super content d'avoir ce temps déjà parce que ça fait très longtemps, Amine, qu'on n'a pas pu discuter et là, c'est vraiment l'opportunité. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la dernière fois qu'on a fait un webinaire, c'était un live sur Instagram et je trouvais ça hyper décevant de ne pas pouvoir voir la tête des gens qui sont en présence, qui nous écoutent, qui posent des questions, qui interagissent. Et j'étais vraiment extrêmement déçu en fait de l'expérience. Et du coup, là, je suis super heureux que vous soyez là, de pouvoir vous regarder et puis que vous soyez autant à déjà avoir mis la caméra. Ça, c'est top. Enfin, voilà, je me dis, j'ai bien envie aussi qu'on prenne vraiment un temps où on vous laisse la parole pour des questions ou même éventuellement des interventions. N'hésitez pas à utiliser le chat aussi si vous voulez poser des questions pendant la discussion. En tout cas, je serai vigilant à les prendre en compte. Euh, voilà, et puis ça fait plaisir aussi de voir des têtes connues. Sinon, pour la journée, aujourd'hui, bah, pareil, il fait extrêmement beau. Je suis dans le sud. J'ai la chance d'être dans une maison qui a vue sur le Mont Ventoux. Donc, c'est vraiment le paradis sur Terre. Là, il y a un vent monstrueux. Donc je suis à l'intérieur parce que sinon, vous ne m'entendriez pas. Mais en tout cas, voilà, la nature est avec nous. Et pour l'intention, j'ai vraiment ouais, l'intention de revenir avec un regard neuf sur ce que c'est que le leadership authentique. La particularité qu'on a effectivement avec Ramine d'avoir choisi ce sujet-là, c'est que on a vraiment conscience que c'est pas un résultat, euh, c'est même pas vraiment un idéal. J'ai l'impression que c'est plus un processus, c'est cette notion du leadership authentique. Et du coup, à chaque fois que j'en parle, j'ai l'impression que j'en parle un petit peu différemment. Et du coup, j'ai cette intention de le redécouvrir avec vous et de m'imprégner de vos présences aussi pour voir peut-être d'autres choses
sur cette dimension qu'est le leadership authentique qui me fascine et ouais, m'inspire énormément, en fait, bien au-delà de mon leadership personnel. Qu'est-ce que le leadership authentique et qu'est-ce que vivre sa propre vie? En tout cas, moi, c'est ça la phrase qui m'inspire le plus, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre sa propre vie, qui qu'on soit, quel que soit notre sexe, notre âge, où est-ce qu'on vit, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, en fait. Et donc, voilà, j'adore partager sur ce sujet, j'adore discuter avec Ramin là-dessus, et du coup, je suis hyper heureux que vous soyez là pour à la fois être témoin, mais aussi potentiellement participer à certains moments. Ouais, merci de poser cette intention de rendre ce temps participatif. Je rejoins à fond. Ouais. Euh, ok, est-ce que ça te dit qu'on commence, qu'on aille droit au but et qu'on commence avec cette question? Yes. Je veux bien commencer avec ça, du coup. Qu'est-ce que le leadership authentique pour moi aujourd'hui? Alors déjà, bah, j'aime beaucoup les deux mots qui sont présents dans ce titre. J'aime bien le côté confrontant du terme leadership. C'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est... euh, il y a une partie de moi qui a envie de fuir ce mot et dire, mais c'est quoi ce truc? J'ai plus du tout envie d'être là-dedans. En plus, c'est un anglicisme. En plus, enfin, il y a plein de critiques que je pourrais apporter à ce truc-là. Euh, et il y a une autre partie de moi qui dit, qui a envie de dire un énorme oui à ce mot, et parce que ce que ça rayonne comme énergie est quelque chose qui, j'ai l'impression, peut parfois manquer aussi dans les projets dans lesquels on est, dans ce milieu qui explore des alternatives à tout ce qui est conventionnel, aux normes un peu oppressantes dans lesquelles on vit et duquel beaucoup de personnes essayent de s'extraire. Donc on est un peu dans ce voyage-là pour beaucoup d'entre nous. Euh, il y a une tendance à quelque chose de l'ordre de jeter le bébé avec l'eau du bain et avec le fait d'aller explorer des modes de vie plus collaboratifs, plus horizontaux, plus dans des relations équilibrées, euh, à, à sacrifier quelque chose qui est de l'ordre de la verticalité, quelque chose de l'ordre de l'énergie plus yang, plus tranchante, où ok, il y a quelque chose qui, dans lequel je me sens, je sais pas, dans ma justesse et dans mon alignement, et je pose un engagement, je pose un acte. Pour moi, le leadership, ça exprime cet aspect-là de l'humain. Et pour moi, ce parcours de leadership authentique, alors l'authenticité, moi, ça m'évoque de l'alignement avec ce à quoi j'aspire profondément. Et la définition que je donnerai aujourd'hui, c'est quelque chose de l'ordre de je suis en voie euh, d'un plein épanouissement. Je suis en cours de transformation pour être en quête de ce plein épanouissement et de la pleine puissance de ce que j'ai envie d'incarner dans ce monde et ce que j'ai envie de lui apporter et ce vers quoi, enfin là où j'ai envie d'être au service. Et de trouver dans ce monde la place qui est la plus ajustée pour moi. Et c'est dans ce sens-là que pour moi, le leadership authentique, par exemple, c'est pas être genre au sommet du monde et diriger le monde. C'est pas ça. De toute façon, la nature est faite pour être composée d'une diversité d'organismes qui collaborent et créent un écosystème intelligent. Et, euh, et du coup, la notion de leadership, pour moi, en fait réellement aucun rapport avec genre gravir des échelons et devenir plus, je sais pas, s'élever dans une forme de hiérarchie. Euh, mais plutôt trouver cet ajustement. Et il y a quand même une notion d'empouvoirment. Pour moi, le leadership authentique, c'est quand même prendre du pouvoir, prendre plus de pouvoir sur sa vie, gagner en responsabilité, gagner, progresser euh, dans ce que je donne, dans là où je suis au service envers ma communauté, envers le monde, dans mon foyer. C'est tirer la quintessence de mon potentiel et ça veut dire agir dans ce monde en conscience et en prenant toujours plus
en étant toujours plus puissant et lumineux au service de faire de ma vie et de mon environnement euh, quelque chose d'encore plus vertueux et d'encore plus lumineux au quotidien, quoi. Voilà ce que je dirais aujourd'hui. J'ai envie de poser une autre intention. Euh, Juste yes. à un moment donné, je pense que j'aimerais bien parler de mon expérience en tant que fondateur d'un éco-village et la ligne de crête que ça représente, la finesse de laquelle j'ai dû toujours, enfin, j'ai dû toujours trouver comment m'améliorer dans ce rôle. Et c'est un rôle qui est vraiment pas facile et qui est très exigeant. Et je pense que ça me ferait plaisir à un moment donné de partager là-dessus, pendant cette soirée. Yes, bah, effectivement, en tout cas pour ceux qui connaissent pas Ramin encore, c'est vrai qu'il il a fondé un éco-village à Pourgues en Ariège, et puis il a cofondé aussi une école démocratique, une école alternative à Paris, qui s'appelle École Dynamique. Et donc c'est vrai que quand on s'est retrouvé il y a 2-3 ans autour de ce thème du leadership authentique, c'était intéressant parce que lui, il avait une approche très extérieure, très justement comment changer le milieu dans lequel je vis, comment me rendre compte que bah, le leadership, ça existe aussi dans les milieux alternatifs, en fait, qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme il l'a expliqué. Et moi, c'était une approche plutôt intérieure où j'avais été dans la recherche scientifique depuis 10 ans en neurosciences sur études du cerveau, essayer de comprendre comment prendre en main un petit peu mon cerveau, alors que même les scientifiques les plus chevronnés n'arrivent pas vraiment à comprendre comment le cerveau fonctionne. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire en fait être leader de sa vie en fait, au-delà de mener d'autres hommes, le leadership traditionnel, voilà, avoir des équipes, être un bon manager, être un bon leader. Euh, Qu'est-ce que ça voudrait dire mener sa propre vie? Moi, c'était ça l'interrogation, et on s'est retrouvé un peu à mi-chemin entre Ramin, il voyait qu'il arrivait à changer le monde extérieur, mais qu'en fait, le monde extérieur n'était pas toujours content d'avoir été changé ou d'avoir été modifié ou d'être influencé. Et donc, ça faisait rejaillir beaucoup de challenges intérieurs. Et moi, c'était plutôt l'inverse, en fait. Il y avait une intériorité qui commençait à se mettre en place, une paix, une joie, etc. Mais mon monde extérieur, quelque part, il était très contraignant, figé, il ne correspondait pas et plus. Et il avait été tout tracé peut-être un peu trop par ma famille, par mon contexte de vie. Et on s'est retrouvés à mi-chemin. Et donc, c'était assez chouette de pouvoir partager. Et finalement, c'est un peu échanger nos outils. À la fois, moi, les outils qui m'avaient permis de me développer intérieurement, j'ai pu les partager à Ramin. Et Ramin a pu me partager un peu tous les outils qu'il utilisait justement pour faire bouger le monde extérieur. Et donc, voilà, ça a été vraiment ce qui a déclenché en fait notre envie de collaborer sur ce thème. Et moi, si je devais le définir, effectivement, leadership authentique, pour moi, vraiment, la phrase qui résonne le plus pour moi, c'est vivre sa propre vie. Donc, c'est une phrase qui ne veut rien dire, c'est ça qui est beau, parce que comment ne pas vivre sa propre vie? Et pourtant, bah, j'ai l'impression que c'est très difficile de vivre sa propre vie. Et encore aujourd'hui, des fois, je me rends compte, au fur et à mesure que je me développe à la fois intérieurement, mais extérieurement aussi, à quel point je suis encore très loin parfois de vivre ma propre vie. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est presque du coup, qu'est-ce que ça veut dire le leadership authentique? Qu'est-ce que ce n'est pas en fait? Qu'est-ce que ce n'est pas pour moi? Bah, c'est vivre à travers les injonctions de quelqu'un d'autre en fait, de quelqu'un d'autre que soi-même. Donc ça peut être les injonctions parentales, sociétales, culturelles, voilà, les injonctions en fait, les attentes qui viennent d'ailleurs, qui viennent de l'autre. Et donc, petit à petit, moi, j'ai appris du coup à mettre en lumière en fait toutes ces injonctions, à les déconstruire. Donc, c'est passé par la compréhension de qu'est-ce que c'est que l'éducation, comment j'avais été formaté, comment je pouvais sortir de ce moule-là. Euh, mais après, petit à petit, sortir des injonctions de l'autre, ça pose aussi la question, bah, qui suis-je du coup? L'autre versus moi, du coup, comment je peux suivre mon propre chemin, qui suis-je? Et c'est là où je me suis rendu compte que c'est un puits sans fond de... Ouais, c'est vraiment un chemin de vie. C'est pas forcément du coup simple. La réponse n'est pas forcément intellectuelle ni conceptuelle. Et en même temps, bah, il y a quelque chose qui vient se jouer quand je sens que je suis sur mon chemin.
quand je sens que je suis aligné avec ce que je fais, avec mes actes, quand mes pensées, mes émotions, mon corps, et on pourrait appeler mon énergie, voilà, sont dans une direction commune. Voilà, il y a comme un sentiment d'être sur le bon chemin à ce moment-là. C'est un sentiment qui est là, qui est dans l'instant. Et moi, pour moi, c'est ça le leadership authentique. Leadership authentique, du coup, c'est plus un processus que quelque chose qui se définirait dans le temps ou qui se définirait par un résultat. Donc, je te rejoins, Ramine, sur le fait que bah, ce n'est pas forcément une ascension sociale, ça peut même être une déchéance sociale, mais qui viendrait depuis un espace de justesse pour la personne, en fait, de sortir des carcans dans lequel elle a baigné pour pouvoir du coup se retrouver. Voilà, et puis peut-être l'intention pour moi de partager, c'est vrai que ces dernières années, ce chemin du leadership authentique a été quelque chose de profondément joyeux et en paix, quelque chose de vraiment très lumineux et de moins en moins dans le stress et l'anxiété qui pouvaient être un peu monnaie courante dans ma famille, dans mes gènes ou tout ce qu'on veut. Et ces derniers temps, bah, suivre mon leadership authentique, ça passe vraiment par de la souffrance. Donc je trouve que c'est assez intéressant aussi de pouvoir partager sur cet aspect-là. Qu'en fait, le leadership authentique n'est pas synonyme, à mon sens aujourd'hui, en tout cas, de forcément plus de fluidité. Ça peut passer par de la friction, ça peut passer par des conflits intérieurs assez profonds. Et c'est OK aussi. Voilà, j'avais peut-être envie de partager là-dessus. Ça me permet aussi de sortir d'un de mes personnages très optimiste, mais parfois peut-être un peu prétentieux sur la vie et du coup de ramener une forme d'humilité aussi. Ouais, c'est mon intention du jour. Merci pour ça. Je t'ai rarement entendu dire ça. Je pense que voire même, c'est peut-être la première fois que tu emploies le mot souffrance avec moi associé à ta personne. Donc ça m'éveille ma curiosité et puis je pense que j'aimerais en savoir plus. Donc si à un moment donné tu es prêt à livrer un peu plus de ton intimité, je serai là devant tout le monde, je sais pas. En tout cas, si c'est pas le cas ce soir, à une autre occasion. Euh, ouais, moi j'aurais bien envie d'embrayer sur un des sujets qui est lié à ce que tu viens de dire d'ailleurs. Euh, Quand je parlais de posture de victime, j'avais envie de parler de mon actualité récente, enfin depuis, on va dire, depuis un an, où j'ai connu beaucoup de détresse aussi. Et, et, et un peu la synthèse que j'ai tirée de tout ça et que j'aimerais partager comme une sorte ouais, de message. Je pense qu'on apprend beaucoup à travers l'adversité et j'ai connu beaucoup d'adversité l'année dernière et j'aurais vraiment à cœur de partager ce que j'ai appris de ce, de ce passage difficile. Et ouais, ça a été une partie de ma vie l'année dernière où, bah, à Pourgue, dans ma communauté, j'avais jamais connu ça avant dans ma vie. J'ai fonctionné dans beaucoup de différents groupes. Et là où il y a eu l'accumulation de quatre, cinq personnes qui clairement ont cristallisé quelque chose autour de ma personnalité. C'était devenu à la limite de l'insupportable de collaborer avec moi pour ces personnes-là. J'étais plus source de souffrance et de nuisance pour elles que d'épanouissement. Euh, une perte quasi totale de confiance, enfin, un champ de mine permanent pour moi. J'ai l'impression que dès que je disais quelque chose, ça, ça partait dans des interprétations ouais, très décalées par rapport à ce en quoi je crois, ce genre de choses. Ça a été assez difficile à déjà accepter, à transformer, à surmonter, voilà, à travailler. C'est passé. Alors c'est drôle parce que autant l'ancien Ramin aurait fait beaucoup un travail extérieur, aller discuter avec ces personnes, aller essayer de les convaincre, d'aller travailler sur mes relations, quoi. Et finalement, je suis passé prioritairement par un travail intérieur. Euh, c'est marrant, Marc s'est déconnecté. J'espère que il nous retrouve. J'espère que ça va être réparé. Euh, bon, je continue avec vous du coup, et je le rattraperai quand il revient. Donc j'étais un peu perturbé. Ouais,
Ce que je disais, que je suis passé beaucoup plus par un travail intérieur sur l'année passée qu'un travail extérieur, et c'était un peu une première pour moi. Et j'ai fait la découverte du yoga, en fait, simultanément avec toute cette phase de crise que j'ai connue avec cette partie du groupe, hein. Et pour moi, c'est comme si j'étais en crise avec le groupe entier, en fait. Il y avait quelque part quelque chose qui était blessé, qui était abîmé, qui avait besoin d'un certain travail pour se réparer. Et finalement, plutôt que d'être dans des discours ou des actes, je suis allé trouver la voie de sortie à l'intérieur. Et c'est d'ailleurs une citation très belle de cette école de yoga qui dit The only way out is in. La seule issue possible se trouve en toi, se trouve à l'intérieur. Et moi, ça m'a passionné ce truc et c'est Marc qui m'a d'ailleurs recommandé de découvrir cette école de yoga et de donner une chance à ce qu'elle proposait. Et j'ai vraiment vu l'ampleur de ce que c'est que d'aller, j'ai envie de dire, résoudre ses problèmes dans la vie, pas en agissant directement sur le problème, mais en allant ouais, se connecter profondément en soi pour trouver profondément une autre posture, de, de- déjà d'aller trouver en soi le pardon, la bienveillance, la connexion à l'instant présent, la désidentification, le lâcher prise. Voilà, ces mots qui sont employés un peu à tort et à travers et qui sont probablement assez galvaudés. Et là, je vous le dis vraiment avec le cœur, je suis allé au contact vraiment très, très fort de toutes ces choses dont on parle. Euh, Ah, merci pour cette question. Ouais, vous pouvez réagir d'ailleurs par chat un peu comme ça si vous voulez, comme Stéphane. C'est quoi la définition du pardon? Euh, pour moi, la définition du pardon, euh, c'est pour dire ce que ça n'est pas déjà, c'est assez éloigné de présenter ses excuses à quelqu'un. C'est pas de ça que je parle. C'est pas le truc de mettre l'autre en position haute et de faire une sorte d'acte de soumission et de lui dire quelque chose de l'ordre, je suis désolé, mais dans le sens, tu as été victime, j'ai été coupable, et donc maintenant, je dois faire amende honorable et m'incliner et dire, voilà, euh, j'ai porté la responsabilité de ta souffrance et du coup, je suis désolé. Donc, c'est c'est- c'est- c'est beaucoup plus profond et subtil que ça. C'est euh, aller trouver en moi dans cette situation, cette relation problématique dans laquelle chacun a une part, chacun a projeté des choses, on s'est blessés les uns les autres, il y a quelque chose qui est abîmé, d'aller sincèrement trouver ma part de responsabilité, en fait. D'aller vraiment trouver là où je crois sincèrement déjà que j'ai déconné d'une part, et de l'autre, où je vais accéder intuitivement à la réalité de l'autre et de me connecter, d'avoir cette empathie, de me dire, OK, voilà comment cette personne a pu me voir, et moi aussi j'ai pu voir d'autres personnes de cette manière-là, et, et de trouver profondément en moi cette compréhension et cette compassion intérieure. Et quand j'arrive à toucher à ça, c'est ça que j'appelle pardonner l'autre. C'est que j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé en moi le moyen d'arrêter de considérer l'autre comme coupable, en fait. De considérer que c'est à cause de l'autre qu'on est dans ce pétrin et qu'on n'arrive pas à s'en sortir et qu'on est bloqué et que c'est nul et qu'on est en train de perdre de l'énergie pour rien. Donc, c'est quelque part, pour moi, le pardon. Trouver le pardon en soi, c'est une manière de sortir de la posture de victime, en fait. Et ou de coupable. C'est un peu la même énergie, finalement. Euh, et c'est de ça que j'avais vachement envie de parler avec vous ce soir. Donc là, on est en plein dedans. Et là où j'ai énormément progressé, moi, sur cette année, c'est que clairement, ma part de responsabilité dans ces énormes conflits que j'ai eus avec ces personnes-là, c'est qu'il y avait une réciprocité, en fait. Euh, moi aussi, j'avais cette victime intérieure. Donc j'étais en train de projeter sur les autres, mais qu'ils arrêtent de faire leur victime, qu'ils prennent leur part de responsabilité. Mais en fait, ce faisant, l'énergie que je transpirais était une énergie victimaire aussi, en fait. Et donc c'était juste des victimes qui se renvoyaient la balle. Et ça, j'ai mis quand même un certain temps à le réaliser. Et que finalement, ma profonde réalisation, c'était que du moment
Et c'est aussi me donner de l'indulgence à cet endroit, hein. Ça nous arrive à toutes et tous, quasiment tous les jours, je pense, d'être au moins un peu vexé par quelque chose, de se sentir offensé, de se sentir activé, stimulé émotionnellement par quelqu'un d'autre. Et du coup, à ce moment-là, l'énergie dans laquelle je suis, c'est de la faute de l'autre que je suis en train de traverser une détresse. Clairement, là, j'étais tranquille, je faisais ma life, c'était fluide, j'étais en train de coopérer avec des gens avec qui je me sens bien. Et là, il y a un truc là qui arrive dans mon environnement qui me stimule et la première réaction en moi qui est automatique, c'est bah, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre. Et le travail de sortir de la victime, de la posture de victime, pour moi, c'est pas juste ne jamais avoir de victime intérieure. Je veux dire, je pense que chacun arrivera à se connecter de manière réaliste que c'est littéralement impossible de faire ça. Et c'est plutôt bah, mettre en conscience que ah, ça y est, là, il y a ma victime qui est en train de s'activer. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que j'en fais? Et juste d'être dans le processus de visibiliser déjà pour soi, pour soi-même, euh, et d'être dans l'intention sincère de vouloir la transformer, de vouloir coopérer avec l'autre et avec l'autre de main dans la main, qu'on conscientise ensemble les endroits où on fait nos victimes et puis et d'arriver à les démystifier, puis à voir nos personnages ensemble. Euh, et quand j'aborde l'autre, sincèrement, le moment où je vais aborder l'autre, je suis prêt à l'aborder sans cette posture intérieure qui vise à culpabiliser, à condamner l'autre et tout ça. Alors, il y a un travail personnel que j'ai déjà suffisamment fait sur mon tapis de yoga et je suis plus là-dedans en fait. Et donc là, à ce moment-là, je peux aller voir la personne et coopérer avec elle. Et donc moi, c'est cet ajustement que j'ai trouvé pendant l'année passée, qui fait que finalement, pendant l'année passée, j'ai beaucoup été dans le silence parce que sur mon tapis de yoga, je n'arrêtais pas de réaliser que là maintenant, vu là où j'en suis, il vaut probablement mieux fermer sa gueule que de dire quoi que ce soit, franchement. Je ne suis pas en mesure, en fait, de dire des choses aux autres de manière à ce que ce soit constructif et de manière à ce que ce soit responsable, en fait, depuis une posture de personne réellement responsable qui a fait son travail, qui a fait son chemin et qui n'arrive pas devant l'autre comme un enfant blessé qui lui déverse ses projections dessus, quoi. Et, euh, et alors, ce qui est assez hallucinant, attendez, je vais fermer la porte parce que je suis un peu perturbé par le bruit, j'arrive. Ouais, là où j'ai été très surpris de ce qui s'est passé finalement, positivement surpris hein, au final, bah, c'est qu'il y a trois personnes en particulier où il y avait ces cristallisations qui étaient très fortes réciproquement. Et où moi, voilà, à force de faire ce travail dont je vous ai parlé, il y a un moment donné, j'ai réussi à justement pardonner, tourner la page, trouver même le moyen d'être en coopération avec l'autre et de vraiment euh, faire ce pas sincère d'être dans un dialogue coopératif où on sort des postures de victime. Et, euh, Et je pense que ces autres personnes étaient vraiment en train de faire leur meilleur effort aussi et d'essayer de sortir de ce truc-là, mais n'y arrivaient pas. Clairement, la cristallisation ne faisait que s'empirer en fait. Et je continuais de recevoir comme ça comment dire, des attaques un peu psychologiques ou je sais pas, enfin des messages parfois très, très forts comme ça de la part de l'autre qui me donnaient des signaux comme quoi, bon, bah, de l'autre côté, ça n'a pas l'air de progresser. Et finalement, euh, pour des raisons qui m'appartiennent en partie, mais pas que. C'est-à-dire que c'est un peu de ma faute que ça s'est passé, mais en tout cas selon ces personnes-là. Mais bon, il y avait plein d'autres raisons qui font qu'elles ont fini par quitter Pourg. Elles ont fini par quitter la communauté. Une que le collectif a fini par exclure tellement voilà, son comportement était coûteux en énergie, était problématique et ça causait trop de dysfonctionnement dans le groupe. Exclusion que j'ai soutenue mais pas initiée, hein, mais il y avait la grande majorité du groupe qui était d'accord. Et d'autres départs qui étaient dus à d'autres circonstances. Mais il s'avère que dans les départs, bah, il y avait trois personnes dans ces départs qui étaient vraiment les personnes qui avaient beaucoup, beaucoup cristallisé.
Et ce qui est assez drôle, c'est que collectivement, il y a cette reconnaissance de ce qui est en train de se passer avec, on va dire, le renouvellement qui est en train de se produire à Pau, où il y a beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées, et pas mal de personnes qui sont parties, à peu près le tiers du groupe, hein, on parle de cet ordre de grandeur. Il y a comme une sensation partagée dans l'équipe des cofondateurs que nous sommes et cofondatrices, donc Marjorie, Johan et moi, et partagée par vraiment l'intégralité du groupe que cette année 2022 et 2023, ça a été un processus de transformation à Pau qui est allé vers beaucoup plus d'alignement et où la nouvelle équipe euh, est réellement en train de réaliser le rêve initial de Pau et où toutes les postures sont dans une forme de coopération qui est beaucoup plus ajustée par rapport à voilà, un peu la communauté de rêve et harmonieuse et la fluidité qu'on s'imaginait à la base. Donc finalement, tout est allé dans le sens de ce à quoi j'aspirais profondément, sans que je fasse vraiment quoi que ce soit. Je veux dire, j'ai juste été en présence, en observation et en train de travailler surtout intérieurement. Et le truc, c'est que ça a été un travail très intérieur, non seulement à mon niveau, mais au niveau d'une majorité du collectif qui s'est aussi mis à pratiquer le yoga de cette même école de manière très assidue, hein. On parle de pratiquer du yoga une demi-heure à 1h30 par jour, hein. C'est, on va dire, une pratique assez assidue, engagée et disciplinée, mais j'ai envie de dire facilement disciplinée parce que la pratique est tellement bénéfique sur la santé mentale et physique que c'est assez facile de s'y mettre, sérieusement. Et la- moi, j'ai l'impression que c'est ce travail intérieur qui a permis à Pour de trouver autant de justesse et autant d'alignement. Voilà, c'est à travers la somme de tous ces travaux-là euh, qu'on a fait les uns et les autres, quoi. Alors, j'ai perdu mon... Ah, mais t'es là, Marc, en fait. Ouais, je suis là, je suis revenu, je suis désolé, il y a eu un problème de connexion. C'est D'accord. bon? Vous m'entendez Ça y est. bien? Ouais, parfait. Bon. Bah, merci, merci en tout cas de ton partage. Euh, je ne sais pas, pour les participants qui sont présents, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec la vie en collectif, mais c'est vrai que euh, moi, je trouve que c'est vraiment des caisses de résonance émotionnelle et intellectuelle, donc des caisses de résonance psychologique assez fortes, c'est-à-dire que euh, les, quelque chose qui est dans une vie individuelle, en tout cas, pourrait passer inaperçu pendant des années parce que finalement, dans nos vies, on peut vite passer à côté de nos tâches aveugles. Dans des écolieux, par exemple, dans des collectifs, on est très vite face à nous-mêmes, face à des enjeux forts et les désalignements, du coup, personnels peuvent créer des situations de cafouillage collectif hyper fortes. Et donc, c'est vrai que j'ai trouvé ça aussi assez puissant de voir bah, toi, Ramine, en particulier, mais aussi bah, voilà, le collectif dans sa globalité évoluer aussi fortement et être capable de passer à travers bah, un gros conflit l'année dernière. Et là, pareil, finalement, ça rejoint un peu ce que je disais en intro. Euh, le, quand chacun commence à incarner plus son leadership authentique, et donc quand le groupe commence à incarner plus son leadership authentique, c'est pas tout de suite et ça passe et c'est pas tout le temps la joie et la paix quoi. Et c'est passé du coup au départ c'était un peu le cas, c'est-à-dire bah, tout le monde était super content de faire du yoga et aller mieux globalement individuellement et en même temps on voyait le groupe aller de s'engouffrer en fait dans le conflit de façon assez forte et c'est comme si, en fait, maintenant, il y avait la stabilité nécessaire pour pouvoir vraiment faire face aux enjeux de fond qui étaient en fait des enjeux qui étaient présents depuis 4-5 ans. Donc, moi, j'avais pu observer de l'extérieur. J'ai un rôle assez intéressant là-dessus, vu que je ne suis pas habitant dans l'éco-village, mais je viens régulièrement. Et c'était assez fascinant de voir que, bah oui, c'est passé du coup par une grosse phase de friction. Donc, un regard extérieur aurait très bien pu se dire, oh là là, mais arrêtez d'essayer de vous développer individuellement parce que ça fout le boxon. Et en fait, là, on voit les résultats maintenant après un an de pratique globalement pour beaucoup d'entre vous. Bah, il y a plein de choses qui se sont fluidifiées, il y a beaucoup de gens qui sont partis, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées. Et c'est vrai qu'on sent, il y a une paix et une joie hyper communicative maintenant. Et j'avais l'habitude souvent de venir dans l'éco-village
et de sentir que je devais apporter des ressources en fait, parce que peut-être il n'y avait pas la stabilité ou justement la paix, il y avait de l'agitation en fait, beaucoup de friction à certains endroits, pas partout, mais à certains endroits, du fait même inhérent au fait de vivre en collectif. Et là, pour la première fois, vraiment, c'était l'inverse. J'avais l'impression d'être celui qui était pas assez stable et pas assez calme et qu'en fait, voilà, c'était la ressource était présente et du coup, j'ai eu plein de discussions super chouettes avec de nombreux villageois et voilà, je me suis dit, waouh, là, c'est vraiment un havre de paix et le collectif vraiment contribue à faire que bah, chaque personne qui vient à Pau, que ce soit pour formation, visiteur, quelques jours, bah, peut bénéficier en fait de cette aura en fait collective de bien-être quelque part. Mm. Ça m'a vraiment scié les pattes. Ouais. Ah, merci pour ce retour, j'avais pas idée en fait. Ouais, de comment tu t'as perçu Purg de l'extérieur dans son évolution. Ouais. Et c'est assez consensuel, quoi. Tout le monde le voit, le contraste du avant-après, c'est saisissant, quoi. Mm. Et c'est vrai que pareil, on va forcément, enfin, en tout cas, se dire, bah voilà, s'il y a des gens qui partent d'un collectif, alors ça veut dire que le collectif bah, fonctionne pas ou pas aussi bien qu'eux, etc. Et en fait, là, enfin, j'ai été témoin à quel point ça a été positif. Et je pense positif pour tout le monde, notamment les personnes qui ont dû partir. J'ai envie de dire Alors, même en premier lieu pour elles, parce peut-être, ouais. elles étaient vraiment en grande détresse à Purg. Et je pense qu'elles ont découvert elles iraient beaucoup mieux ailleurs. Mm. Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant, je trouve, de prendre conscience vraiment que le conflit ou la friction peut vraiment faire partie du chemin de ce fameux leadership authentique, de vivre sa propre vie, et que du coup, il n'y a pas à culpabiliser du fait de se dire, mais attends, eux, ça a l'air, ou un tel, ça a l'air vachement fluide dans sa vie, il a l'air vachement heureux sur Instagram, il est tout le temps content, ou elle est tout le temps contente, et en fait, bah, de se rendre compte que bah, ça passe aussi par des phases challengeantes, et, euh, et ça va continuer en fait potentiellement, même si là vous avez passé une grosse phase à Pau, potentiellement il y aura autre chose qui va arriver. Et je sais que Ramin, quand toi tu avais commencé un petit peu ces outils de yoga et que tu as vu à quel point ça t'avait permis de mieux dormir, d'être plus épanoui, etc., tu te disais, waouh, là c'est bon, c'est l'autoroute du kiff. Et en fait, après, tu t'étais rendu compte que waouh, en fait, il y a quand même des challenges qui reviennent, il y a des patterns de pensée, il y a des situations, des enjeux comme tu disais, des schémas de victimes et tout qui reviennent. Et j'ai trouvé ça chouette de voir que tu l'as pris avec beaucoup de flexibilité. Tu t'es pas dit les outils marchent pas. Tu t'es dit en fait ça me fait travailler au bon endroit et ça me soutient et je continue pas. Ouais, Euh, exactement. C'est vraiment. Et j'ai senti une connexion très forte au rythme des saisons, alors que j'avais jamais connu ça avant. Mais en gros, j'ai appris ces techniques de yoga en mai. J'ai vécu une fin de printemps et un été dans une sorte d'extase permanente. Parfois, je me mettais à pleurer sur mon tapis de yoga tellement j'étais heureux. Et puis après, dans la vie et tout ça, il y avait une inertie comme ça, j'étais bien, quoi. Et après, il y a eu une sorte d'atterrissage plutôt doux pendant l'automne, voilà, plutôt de paix, de tranquillité. Et l'hiver, ça a composté, ça a brassé à fond. Il y a tout un tas de sentiments de colère, d'injustice et tout qui revenaient même pendant mes méditations et tout ça, quoi. Donc, j'étais intérieurement très chamboulé, c'était vraiment dur et tout ça, et je savais pas quoi en faire, et j'étais perdu, et j'étais confus, et je savais plus comment agir dans le monde pour transformer tout ce qui m'habitait, et puis arriver à résoudre mes problèmes et tout ça. Donc, j'ai juste continué aussi à m'observer dans cet état-là, et puis quelque part prendre sur moi. Euh, et jusqu'au printemps où là, ça vraiment, mais c'est pile dans ces eaux-là, quoi. C'est-à-dire qu'autour du 21 mars, il s'est produit quelque chose de fulgurant où je suis complètement passé à une autre énergie, en fait. Et où là, c'était l'éclosion, c'était la créativité, c'était le renouveau, et en plus un alignement entre ce qui se passait intérieurement en moi, entre ce qui se passait au niveau de Purg, enfin. Et c'est comme si Purg aussi était bien plus connecté au rythme des saisons dans son énergie, son processus de transformation et tout ça. Bon, c'est quand même, oui, c'est quand même assez drôle que c'est pile fin mars que, que 5 personnes du collectif sont parties. Euh,
Ouais, c'est frappant. Mm. Et moi, de mon côté, peut-être le partage que je peux faire personnel un peu sur les enjeux en lien avec le leadership authentique en ce moment, avant peut-être qu'on ouvre un peu plus aux questions ou au partage. C'est effectivement je, je me souviens au début vraiment quand je parlais du leadership authentique, pour moi c'était vraiment l'inverse justement du follower ou du suiveur. C'est vraiment, il y avait une distinction énorme à faire entre celui qui va suivre, voilà, on a l'exemple du mouton, voilà, qui se pose pas de questions et qui suit bêtement, et le leader qui va se prendre en main, qui va mener sa propre vie, qui va essayer de, de, de faire sa route. Et c'est vrai que de plus en plus, je me rends compte que finalement, la distinction, elle est plus factice que ce que j'imaginais. Dans le sens où bah, c'est vraiment cette question de qui suis-je. Et en regardant plus précisément ce que je suis, je me rends compte que au-delà des biais qu'on peut avoir, des biais cognitifs, voilà, du fait que on a peut-être un peu des fois des distorsions entre la réalité et ce qu'on voit, notre psychologie, etc. Pour moi, il y a autre chose qui se joue et qui apporte pour moi une posture de plus grande humilité personnellement. C'est de prendre conscience du peu de choses que je contrôle réellement en fait dans ce qui se passe dans ma vie. Et j'ai l'impression que ça va pas mal à l'encontre de la vision occidentale du monde où on est quand même une vision assez interventionniste, où la science est érigée très très haut et l'intellect et la pensée. Et donc on a un peu cette sensation de pouvoir vraiment contrôler le monde. Et je pense qu'on est, même si on est éduqué à suivre les ordres, on est quand même éduqué au fait que si on est dans les 10% des meilleurs, on a le droit de contrôler le monde. Et en fait, je sens effectivement qu'en prenant un peu plus de recul sur ma psychologie, sur mes pensées, sur mes schémas, sur les injonctions, on va dire que pas seulement la société peut avoir sur moi, mais en fait les injonctions que j'ai intériorisées, mes conditionnements, on pourrait dire. Si je prends du recul par rapport à ça, je me rends compte qu'effectivement, il y a comme une énergie de vie, quelque chose qui me pousse à faire certaines choses et qui peuvent être du coup très alignées, qui peuvent me faire vibrer, qui peuvent amener ce que j'appelle moi le leadership authentique. Mais qu'en fait, cette énergie de vie, elle me dépasse complètement et en fait, quelque part, je suis un peu un suiveur de ces élans-là, en fait, de cette énergie. Euh, et que ouais, j'ai beaucoup moins de contrôle que ce que j'imaginais, en fait. C'est comme si je peux juste m'aligner à ce que la vie attend de moi. En tout cas, c'est mes ressentis de plus en plus forts de ce qui se passe pour moi. Et ça se joue beaucoup à travers bah, une nouvelle pratique, justement, de yoga qui m'amène à avoir un rapport au mental très différent. Je pense qu'avant, moi, voilà, je suis d'une famille de scientifiques depuis plusieurs générations et j'ai toujours été amené à questionner les raisonnements, à négocier un petit peu avec mon mental. Pourquoi je fais ça? Bah parce que voilà, il y a tel et tel argument, le positif, le négatif, les avantages, les inconvénients, voilà. Et si quelqu'un avait un argument à me donner sur quel que soit le sujet, j'avais tout un tas de pensées, de réflexions assez approfondies pour pouvoir soit aller en accord avec la personne, soit aller contre. Mais c'était toujours dans cette espèce de polarité, il y avait toujours des formes de conflit en fait. Et, euh, et là, ces pratiques orientales nous invitent à justement ne pas chercher à répondre au mental par le mental, mais beaucoup plus à être dans l'observation. Donc il y en a peut-être qui sont familiers à ces démarches-là, beaucoup plus pacifistes en fait, où on ne va pas chercher à interagir avec le mental, mais juste le laisser vivre sa vie et ne pas forcément trop s'en préoccuper. Et, euh, et ça rejoint un peu ce que tu disais, Ramine, sur conscientiser le schéma de victime. Tu conscientises le schéma de victime, tu vas pas forcément essayer de lutter contre, parce qu'en fait, en luttant contre, tu deviens un peu le bourreau ou la victime, et tu restes dans le jeu, en fait, dans le triangle. Bourreau, victime, sauveur. Et là, moi, de même plus chercher à verbaliser, de même plus chercher à comprendre pourquoi j'ai ces pensées-là, est-ce que ça vient de mes parents, est-ce que ça vient de la société, pourquoi j'ai ces enjeux, pourquoi j'ai ces émotions, juste d'observer, d'être un peu comme en haut de ma montagne et de regarder dans la vallée les pensées qui passent, quoi.
il y a quelque chose d'extrêmement puissant et d'assez fascinant, comme si je me rends compte voilà, que la mécanique se fait toute seule en fait. Le corps s'agite tout seul, les pensées s'agitent tout seul, les décisions se mettent en place toutes seules. Ce qui marche, ça marche tout seul. Ce qui marche pas, bah, ça marche pas, mais tout seul aussi. Et du coup, voilà, de plus en plus, je m'installe dans cette expérience-là, mais qui est une expérience plutôt peut être assez challengeante, parce que ça remet en question pas mal de choses sur mon identité, mais ça peut être aussi très soulageant, parce que du coup, bah, si ça merde, bah, quelque part, c'est que ça se devait merder. Si ça marche, bah, c'est que ça devait marcher. Et il y a aussi beaucoup de joie à observer, en fait, toutes ces formes, toutes ces expériences. Voilà, donc pas mal de chamboulements dans ma vie. Et du coup, sur le leadership authentique, bah, j'ai presque envie de parler du follower authentique aussi, de façon tout aussi positive. Voilà, pour moi, il y a vraiment de cette dimension. En fait, aujourd'hui, je me sens presque plus follower authentique que leadership authentique. Mais voilà, pour moi, c'est quand même très différent d'être un mouton. Parce qu'effectivement, la dimension d'authenticité, elle est présente, quoi. Il y a une forme de verticalité, en fait. C'est c'est pas juste bête et méchant, je suis par où il y a de l'opportunité, mais c'est vraiment plus d'être à l'écoute de cette verticalité, d'être à l'écoute de nos élans de vie et juste de se laisser traverser et de sortir petit à petit des conditionnements qui fait que bah, parfois on n'a pas suivi un élan de vie, on sentait que c'était la bonne décision à prendre, mais on n'y est pas allé, on a résisté à un changement qui devait se faire, et là petit à petit de lâcher tous ces conditionnements pour suivre ce qu'on pourrait appeler le leadership, ou en tout cas pour suivre l'élan de vie qui, du coup, à mon sens, aujourd'hui, est au-delà de moi, quoi. Je ne sais pas si c'était clair. Si, si, mais merci. Merci pour ça. Et je me relie beaucoup à ce que tu partages ici sur cette aspiration à sortir d'une matrice oppressante à la base où je suis téléguidé par les injonctions parentales et sociétales et tout ce que tu as évoqué un peu au début. Et finalement, ouah, je suis sorti de la matrice, j'ai le pouvoir sur ma vie, je vis ma propre vie, moi, je. Euh, et en fait, la, la- d'arriver au bout de cette logique-là jusqu'à réaliser que ça aussi, c'est un jeu d'illusion, en fait. Est-ce que je suis vraiment. Ça veut dire quoi véritablement être libre, être libéré de ça? Des injonctions, de la personnalité, de n'être soumis à aucun endroit, à quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'il y a ça m'arrive de traverser aussi ces réalisations en fait, inévitablement, je suis soumis à une matrice toujours plus grande, ou je sais pas, une conscience toujours plus. Enfin, je suis bien contenu dans quelque chose, quoi. Et, euh, et c'est un acte d'humilité c'est ça, de réaliser bah, que, que finalement toute ce grand pouvoir et cette liberté dans laquelle je me sentais, c'est plus un sentiment qu'une réalité. Et ça me parle quand tu parles de soumission à quelque chose de plus grand et qu'il y a des forces qui agissent sur moi et qui finalement me conditionnent pour être dans un certain chemin. Et ce chemin me donne un sentiment d'être vraiment dans ma justesse et mon alignement et comme parfois un sentiment de tout est parfait, même dans le conflit et le chaos et tout ça, tout ça est une intelligence de la vie et une mécanique optimale. Bref, Mm. je prends la suite un peu de ce que tu es en train de dire avec d'autres mots, mais ça résonne beaucoup et je me sens aussi quelque part euh, soumis, dans la soumission à quelque chose. Et je le dis avec, comment dire, c'est ça, avec le côté lumineux qu'a la soumission. Mm. Voilà, là je pense Et qu'on je... a vraiment bien embrouillé notre audience du coup, c'est ça. à croire absolument en tout et son contraire, à dire A avec Non, hein. conviction et vigueur et dire non A derrière avec autant de conviction et autant de vigueur. Et c'est un C'est moment parfait pour ouvrir aux questions ou au partage, d'accord. si vous en avez. Je ne sais pas s'ils peuvent actionner les micros, par contre, Ramin, ou si tu dois actionner. Non, non, ils peuvent, C'est bon, ok. chacun peut actionner.
n'hésitez pas effectivement à prendre la parole. Ouais, vas-y, Corinne. Ça peut être des réactions, ça peut être des questions. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Ouais, super. Yes, nickel. Donc Stéphane en premier et puis Corinne en second. Voilà, on fait comme ça. Ah, pardon, Corinne. Bon, juste mon état intérieur, je suis en pleine en période de vulnérabilité, j'ai un yang hyper bas et voilà, donc ça, au contexte. Merci pour vos partages. Moi, ça, je me suis reconnu dans beaucoup de choses. Sur le côté victime, coupable, j'avais fait un peu un constat similaire, c'est-à-dire que pour moi, le côté coupable victime, c'est du jugement, donc c'est une partie plus égotique, qui s'exprime en moi d'abord avant que je m'en rende compte. Euh, je dirais parfois, je m'en rends compte, ça c'est sûr, et quand je m'en rends compte, je sens que j'ai des choix possibles. Et, et parfois, je peux en fait me laisser s'exprimer quelque chose de plus profond en moi, donc via l'observateur. Et là, il y a quelque chose qui émerge. Mais en fait, initialement, le jugement, l'auto-jugement ou le jugement de l'autre, donc le coupable-victime, en fait, elle a sa place parce que ça me permet de mettre en relief quelque chose. Alors, d'une manière violente, ok, mais il y a quelque chose, ça réagit. Alors, j'ai la capacité à me dire, ok, j'accueille, ah, je vois, j'accueille, ok, cool, je laisse passer un peu de temps, je mets un peu plus de profondeur, je mets de l'amour inconditionnel dessus, j'accueille. Et là, ça, effectivement, ça peut se transcender, se transformer et laisser apparaître quelque chose avec de la substance. Donc, ça, voilà. Je mettais plus le côté égotique et du jugement sur coupable-victime. Et je pense que c'est la même énergie, la réaction. Merci Stéphane. Pour après l'autre point, c'est moi ici depuis quelques années. En 2019, j'étais allé voir Amine pour le. J'étais au départ d'une aventure. J'avais beaucoup mentalisé. Moi aussi, je suis d'une famille de scientifiques, business plan. Et donc j'avais tout bien mentalisé. C'était carré quoi. Et en fait ici, ben tout s'est déconstruit à mesure que j'accueillais dans le lâcher prise qui arrivait. Et ça n'a pas été facile, hein. Toujours. C'est peu de le dire. Et, en fait, je me rends compte que plus je fais le vide, au début, il y avait des freins. Je me dis, mais je fais le vide, il va rien se passer, il y avait des peurs. En fait, pas du tout. Il y a effectivement une animation qui se met en place. Je fais des choses, mais comme ça, presque dans l'observation, mais en suivant mon intention quand même. L'intention, au fond, de soins, de guérison, de symbiose. Et ça s'anime un peu tout seul. Donc ça, je voulais témoigner de ça aussi, je l'ai beaucoup ressenti. Et puis, je suis d'accord aussi avec le fait que pour moi, la paix, c'est pas l'absence de souffrance. De mon expérience relative, hein, je ne fais pas une vérité absolue. Mais clairement, en ce moment, ce que j'expérimente, c'est ça. Parce que j'ai accueilli beaucoup de parts de moi ces derniers mois. Moi, j'ai 3 derniers mois très exigeants intérieurement. Et je suis encore dans la vulnérabilité, voilà. Et je suis beaucoup plus en paix avec moi-même. Et, et en même temps, en lien avec une tristesse, des souffrances, des choses difficiles à vivre.
mais je sens une paix que j'ai jamais connue en moi, dans l'absence de mental parfois, dans ma capacité à prendre du repos. Alors après, moi, avant, je prenais du repos, avant, mais forcé, quoi. Je mets un pétard pour me mettre en repos. Aujourd'hui, c'est nouveau pour moi. J'étais super actif plutôt. Je peux être en paix, enfin, me reposer sans rien, quoi. Bon, bref. Voilà, je voulais témoigner que pour moi, la paix, en tout cas, pour centrer, c'était pas l'absence de souffrance, c'était la capacité à accueillir dans l'amour inconditionnel ce qui s'exprime en moi. Et le pardon, c'est ça aussi pour moi. C'est capable d'apporter ce réconfort. Comme quand j'apporte le réconfort à mes filles petites, bah, j'arrive, je les enlace, et puis ouais, il n'y a pas de condition, quoi. Peu importe, quoi. Je les aime, tout ce qu'elles sont. Même quand elles me disent papa, je te déteste, ou bah, que ça explose, bah, j'attends, je prends, et puis après, au moment où je peux, je vais les voir, et je leur dis c'est OK. Et voilà, c'est faire ça avec moi-même. C'est ça pour moi le pardon. Bon, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup de votre écoute. Merci Stéphane. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent réagir sur ce qu'a dit Stéphane. Je pense que tu peux y aller, Corinne, la parole est au centre. Après. Tu peux la prendre. Merci pour votre sincérité. Hein. Des partages très sincères. Je ne suis pas capable de faire autant, donc je vais parler plus peut-être pas à la troisième personne quand même. J'ai peut-être des capacités de leadership aussi, mais je les fuis. Comme disait Ramine, à un moment donné, c'est pas évident lorsque on fuit l'autorité de la représenter d'une certaine manière, mais j'ai vraiment appris de par les gens plus jeunes que moi que vous êtes, pour la plupart, quelque chose comme on peut avoir un leadership bienveillant et non sexiste, etc. Parce que j'en ai vu hein, des pas mûres, entre autres dans les cercles anarchistes où on n'imagine pas. Bon, enfin. Je pense qu'un leadership acceptable pour moi, c'est-à-dire que je vais follower de façon authentique, c'est quelqu'un qui incarne, une personne qui incarne le leadership. Et que quand je rencontre une personne sincère qui incarne vraiment son truc, je peux le suivre dans son projet. Parce que le projet est incarné par cette personne. C'est vraiment de ça que je pensais qu'on allait parler et ça va beaucoup plus loin ce que vous dites en fait. Ça va plus loin et en même temps ça correspond. Il y a une responsabilité à laquelle j'ai absolument pas pu échapper, c'est être maman. Voilà, pour dire que oui, des fois on y est quoi. Voilà, il faut le faire. Il faut le faire, c'est obligé. Et loin de moi l'idée de faire de mes enfants ce que je veux, bien évidemment. Maintenant, ils ont 21 et 23 ans et franchement, ils font leur route. Voilà ce que je voulais un peu dire. Merci. Merci Corinne. Ouais, merci, Corinne. Et j'avais envie aussi de reconnaître que ce que tu apportes là résonne beaucoup. Pour moi, quelqu'un que je perçois comme vraiment marchant ce qui est son discours, enfin, je pense que c'est un peu une expression américaine, ça, mais incarner tout simplement ce qu'il prêche et que je sens très peu de dissonance cognitive chez la personne et qu'elle est réellement dans son élément, c'est une personne avec qui je me sens beaucoup plus en confiance de collaborer et de suivre. Et notamment, c'est pour ça que la coopérative Oasis, j'ai dit oui, les yeux fermés, quand Mathieu Labonne et Daphné Vialan m'ont proposé un job là-bas à mi-temps, et que du coup, je jongle un peu entre la coopérative Oasis et Pourg aujourd'hui. Euh, Parce que j'ai senti ça chez ces personnes-là, j'ai senti quelque chose de très congruent. Et je vois aussi ce que tu veux dire par rapport à, tiens, mais là, Marc et Ramine, vous allez même un peu au-delà de ça, quoi. Quand vous parlez de leadership, c'est
Et effectivement, au-delà de ça, pour un peu essayer de le résumer comment je le vois, c'est que il y a des choses qui se jouent même dans des dimensions presque encore plus subtiles et encore plus hors de tout contrôle quelque part. C'est-à-dire que cette congruence, elle produit non seulement du Je t'entends magnétisme. plus, Rémi. Mince. Vous m'entendez plus? Non, non, c'est ma connexion. On va voir si ça revient. Ah, c'est bon, Ok, Rémi, est-ce t'es que bon. c'est bon? Ouais, 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 désolé. j'ai repris le relais, du coup, je te redonnerai la main après pour finir si. Oui, vas-y. Je disais, moi, c'est vrai que j'aime bien regarder l'influence du leader selon 3 critères, en fait, à la fois la personne qu'il est, le collectif qu'il a et puis le projet qu'il porte. Et en fait, ce qui va déterminer le fait que je vienne, que je suive ou que je rentre en résonance, on va dire, avec le leader, c'est souvent une résonance triptyque, quoi, vraiment sur les 3 dimensions. Ça veut dire, parfois j'aime bien la personne, mais son collectif, ça colle pas du tout avec moi. Parfois j'aime bien la personne, mais son projet, ça me parle pas. Parfois j'aime bien le collectif, mais j'aime pas la personne qui le mène, et, etc., etc. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment ces 3 aspects qui vont faire que je vais m'embarquer. Et donc, typiquement, à Pourgue, le fait que je vienne régulièrement et que ça m'amuse toujours autant, c'est effectivement à la fois le leadership bah, des 3 fondateurs, cofondateurs, mais le leadership même de pas mal d'entre eux, puis après le groupe que j'aime énormément, et puis le projet. Et c'est ça qui fait qu'il y a autant de résonance et que j'ai autant de plaisir à venir et revenir. Et après, ce que je trouve intéressant, une fois qu'on a cette vision des 3 dimensions, l'individu, le collectif et l'organisation ou son projet, c'est c'est intéressant d'équilibrer la quantité d'attention et d'énergie qu'on met dans chaque chose. Et moi, pour par exemple, mon intuition en tout cas, c'était qu'il y avait un gros travail sur la santé du collectif, donc plein d'outils de gestion de conflits, plein d'outils de prise de décision collective, etc. Mais il y avait peut-être moins d'attention ou d'énergie mise sur prendre soin de l'individu et prendre soin du projet. Et en fait, moi, ma lecture, en tout cas aujourd'hui, de ce qui s'est passé sur cette dernière année, à travers notamment les outils du yoga, mais aussi à travers tout un travail énorme que vous avez mis en place sur des nouvelles pistes d'exploration, sur remettre l'écologie au centre, sur créer un café pour accueillir des personnes à Pourgue, etc. Donc, j'ai senti qu'il y avait à la fois voilà, ces 2 piliers du projet et de l'individu qui sont vraiment remontés dans votre niveau d'énergie et d'attention. Et du coup, je sens un équilibre maintenant qui se fait entre ces trois piliers. Et je trouve que quel que soit en fait, le projet que vous avez, je trouve que c'est assez percutant et puissant de se dire, tiens, qu'est-ce qui dysfonctionne dans ma vie ou qu'est-ce qui fonctionne bien. Bah voilà, il y a moi en tant qu'individu, il y a mon entourage, mon collectif, mes collègues, mon équipe, tout ce qu'on veut. Et puis, il y a le projet que j'incarne. Et en fait, quelle est la quantité d'attention et d'énergie que je mets dans chacun de ces 3 piliers? Et est-ce que c'est équilibré? Est-ce que je peux pas peut-être travailler un peu plus sur moi? Ou alors, à l'inverse, peut-être un peu plus créer du réseau, faciliter les échanges avec mes collègues, travailler sur ma communication? Ou encore, est-ce que je peux pas un peu mieux être à l'écoute de mon projet, être plus au contact des besoins du projet, de ce qu'il a envie que j'incarne dans ce monde avec lui? Enfin, voilà, je trouve que c'est une clé de lecture qui est assez intéressante, assez puissante. Ouais, merci beaucoup pour ça, Marc. Et ça nous a beaucoup aidé à Pourgue, cette clé de lecture, l'individu, le collectif, le projet. Et je trouve très juste en analyse de à quel point on a mis beaucoup d'attention sur le collectif et en fait on avait collectivement délaissé les autres, ou en tout cas sur l'attention au projet, c'était concentré beaucoup sur quelques personnalités qui comportaient énormément et où là c'est beaucoup mieux distribué et où il y a une attention au projet qui est vachement plus partagée. Et le soin du travail, le travail intérieur et le soin de soi, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup progressé. Et oui, ce que je partageais tout à l'heure pour terminer, c'est que ce à quoi je me connectais quand Corinne parlait, euh,
C'était quelque chose de l'ordre de, il n'y a pas que le magnétisme autour des personnes justement qui sont très congruentes et qui sont cohérentes et qui incarnent quelque chose de lumineux et qui donne envie. Euh, le truc, c'est que quand il y a ça qui se passe, quand il y a cet alignement-là, il y a aussi quelque part de manière un peu magique, j'ai envie de dire, un tas de choses qui s'alignent autour, et pas que des personnes qui viennent et qui se sentent attirées. C'est au-delà d'un phénomène d'attirance. Voilà, le mot alignement, c'est ce qui me vient le mieux. Il y a un phénomène d'alignement global, comme je sais pas, comme presque les planètes qui s'alignent, quoi. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, les synchronicités. Mm. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager quelque chose, poser une question, qu'on explore un thème en particulier? Ouais. Il y a Guillaume qui a levé la main. Je crois qu'il y a Sandra aussi. Sandra aussi. Ouais. Moi, j'avais une petite question. Enfin, déjà, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur le fait de, finalement, sur le contrôle, quoi. Est-ce que le leadership, c'est prendre sa vie en main ou est-ce que c'est aussi laisser la vie faire les choses et accepter ce qui se présente, que ce soit bon comme mauvais. Et donc, j'ai l'impression que dans tout ce que vous partagez, il y a un lien, je trouve, moi, avec ce qui m'intéresse aussi comme sujet, qui est la recherche, entre guillemets, d'atteindre l'éveil ou en tout cas la voie spirituelle. Et je trouve que tout ce que vous exprimez, ça me paraît vraiment très proche de ça. Et il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce que tu as dit, Marc, au début, je crois. Tu parlais de la chute sociale. Enfin, tu n'as pas dit le mot chute, mais je sais plus trop. Et que peut-être Déchéance. parfois. Hein? C'était la Je sais déchéance pas. sociale. Ouais. Et Ramin, enfin, de ce que je me souviens de ton parcours, tu avais aussi, tu étais quelqu'un qui avait poste ambitieux, de la pression, salaire, avenir, etc. Donc, des choses socialement très reconnues pour tous les deux. Et je me demandais justement, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus, entre le rapport, l'ego qui aime bien avoir une belle position sociale, le rapport à l'argent aussi, comment on construit son avenir en imaginant, enfin, je sais pas en fait, un peu votre rapport à la fois à votre position sociale et à vos finances quelque part. Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que vous avez quelque chose à exprimer là-dessus? Hmm. C'est une bonne question. Ce que j'ai exprimé là-dessus. Je, je trouve que moi, c'est un sujet, si tu veux, si je prends au sens encore plus large, ce sujet finalement des finances, de la position sociale, la reconnaissance. C'est un peu le lien, je trouve, entre le monde matériel et on pourrait dire du coup le monde spirituel. Et en fait, je trouve que c'est pas forcément facile, effectivement, de, de jongler avec ces deux composantes. Euh, mais en fait, c'est pas forcément nécessaire non plus. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des moments dans la vie où en fait on va être amené à vivre quelque chose de plus entre guillemets spirituel euh, et peut-être de devoir délaisser en partie le côté un peu pragmatique, très sociétal, etc. Et puis il y a des moments dans la vie où en fait d'un coup on ne sait pas trop pourquoi on va être amené à être dans un truc hyper pragmatique où justement on va devoir réincarner une forme de leadership. Donc comme ça a été un peu le virage à Pourgue à un moment donné où vous vous êtes rendu compte que bah ouais il y a besoin quand même d'un minimum de leadership. En fait, ça peut pas être l'anarchie totale. Alors, le mot anarchie n'est pas forcément le bon mot, mais enfin, je te laisserai en reparler, Amine, si tu veux. Mais en tous les cas, dans ma vie personnelle, je vois que finalement, le seul truc que je peux faire, c'est d'être de plus en plus dans l'accueil et dans l'observation, que c'est pas constant, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'accepte que je contrôle pas et j'accepte qu'en fait, du coup, ce leadership authentique, maintenant, il me dépasse, on va dire. Je ne fais que le suivre. Et ben là, du coup, ça passe par des phases où financièrement, par exemple, ça peut être très lucratif d'un coup et je vais avoir des journées extrêmement intenses où je bosse du matin jusqu'au soir non-stop et où je suis hyper content d'avoir entraîné mon mental à être à carburer et à ne pas vivre de stress. Et puis à l'inverse, des moments où justement, bah, je vais voir que les finances descendent et en même temps, bah, mon intelligence, on va dire les élans de vie me poussent à passer du temps, et c'est ce qui est le cas aujourd'hui,
à passer pas mal de temps à observer la nature, à regarder par la fenêtre, à prendre le temps, et un peu l'inverse de ce qu'on nous a conseillé de faire lorsque justement il y a peut-être un peu moins de business. Et en fait, je trouve qu'il y a un côté très très puissant à accepter ça en fait. Et pour moi, du coup, à suivre ce leadership authentique, même s'il prend une direction qu'on pourrait dire de plus de déchéance à un certain endroit. Et quand tu parlais justement, Guillaume, de ces côtés un peu d'éveil, j'ai l'impression qu'effectivement, les gens qui parlent de ces dimensions-là, voilà, ils parlent aussi de ces espèces de va-et-vient que peut faire la conscience entre un truc très incarné, très matériel, et puis à un moment donné de s'extraire de ça, d'être plus dans quelque chose de plus d'observation, et puis après de revenir dans la matière avec ces nouvelles capacités d'observation, puis après encore de se réextraire, et ainsi de suite. J'ai l'impression que je ne sais pas s'il y a une fin à ça, mais en tout cas, tu vois, j'ai l'impression que c'est une danse un petit peu entre spirituel, matériel. Et voilà, je pense qu'on a tous des affinités plus ou moins avec un côté plutôt qu'un autre. Et en même temps, les deux peuvent nous apporter grandement. Et voilà. Si c'est très équilibré, je dirais pas forcément que c'est positif. J'ai l'impression que dans ma vie, il y a des moments où c'est très positif quand c'est complètement déséquilibré, dans un sens comme dans l'autre. Ouais, moi, cette question, elle me mobilise énormément et il y a tellement d'angles possibles, il y a tellement de choses possibles que je pourrais dire dessus. Hum, bah, mon expérience a clairement été, à un moment donné, de me rendre compte que j'étais quand même, enfin, très puissamment matrixé par la logique scolaire de chercher de la reconnaissance à travers les bonnes notes, quoi. Et qu'après, la bonne note, bah, ça se transforme à chercher un meilleur salaire, à chercher effectivement le statut, en tout cas d'être, de quelque part recevoir quand même mes bons points à la fin de chaque mois qui valident le fait que je suis en train de vivre ce qui est attendu de moi et être félicité dans ce sens-là. Et je me suis clairement fait aspirer par cette logique-là, et c'est fou parce que je me voyais faire complètement aspirer par cette logique-là, et je pense que c'est le moment où j'étais en mode, attends, quand est-ce que ça s'arrête ce truc? Parce que genre là, je peux juste continuer genre jusqu'au tombeau comme ça, et est-ce que c'est vraiment, enfin, jusqu'à la tombe, je veux dire. Euh, ouais, est-ce que c'est ça que je veux dans ma vie? Est-ce que c'est ça où, à la dernière heure où je me souviens et je fais le bilan, je me dis, ouais, cool, j'ai couru, j'ai couru pour aller choper des bonnes notes et des bons salaires et tout ça. Donc, vraiment, je me sentais mais ridicule à un moment donné. Enfin, j'ai pas du tout envie euh, ouais, de juger les personnes qui poursuivent ça, mais c'est moi, en tout cas, je me suis retrouvé dans cet énorme coup de flip à 26 ans à me dire, non, quoi, c'est pas, c'est vraiment dangereux là ce que je suis en train de faire. Et après, bah, je me suis quelque part, j'ai envie de dire, imposer une autre matrice, mais que moi davantage choisi en conscience. Et je suis allé chercher d'autres formes de reconnaissance qui sont plus personnelles, qui sont réaliser mes rêves d'enfant, qui sont aller poursuivre ma vocation et vraiment trouver ce que j'aime faire. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai mis au premier plan. Je me suis dit, mais il faut absolument que je trouve mon bonheur en allant trouver un métier passion, quelque chose vraiment dans lequel je me sens épanoui, où je me sens dans mon élément et tout ça. Et j'ai été hyper inspiré de plein de, comment dire, de conférences, de choses que je suis allé voir et tout ça qui ont vachement vibré à l'intérieur. Et c'est devenu ça ma nouvelle voie. Mais après, comme le disait super bien Marc tout à l'heure, finalement, ça aussi, c'est une autre illusion, c'est une autre matrice et tout ça. Et finalement, oui, je me retrouve quand même toujours soumis à quelque chose. Et j'ai quand même une sorte de foi profonde que je suis soumis à des choses de plus en plus vertueuses et intelligentes et plus conscientes, quoi. Et qu'il y a quand même un chemin, il y a quand même un chemin d'évolution là-dedans. C'est pas juste je vais d'une matrice à une autre et tout est égal et tout se vaut et tout est relatif. Et voilà. Ça, j'y crois pas. Bah, merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses. Merci pour la question. Sandra, tu voulais intervenir? Moi, je me pose des questions par rapport. J'ai revu les vidéos, les 4 que vous aviez faites, avec cette dualité toujours verticalité, horizontalité dans ce leadership. Et à vous entendre depuis tout à l'heure, je me pose la question, en fait, et du coup, je vous la pose à vous. Est-ce que finalement, cette bataille intérieure, elle vient pas du fait que
à vouloir cette horizontalité, en fait, on se perd soi-même dans ce que l'on veut faire et comme tu disais, Marc, que de vivre sa propre vie, en fait, c'est d'accepter, c'est d'oser finalement accepter, de revenir à soi, de revenir à ce qu'on veut faire avec ce projet-là, avec ce leadership-là, et de se recentrer finalement sur soi, mais de se recentrer aussi du coup sur ce leadership-là. Et est-ce que du coup, le fait de se recentrer, à mon sens, c'est dans les paradoxes que vous n'arrêtez pas d'évoquer depuis tout à l'heure, lâcher prise permet de mieux maîtriser et ainsi de suite. Je me dis finalement le fait d'accepter cette verticalité, j'ai l'impression en vous écoutant qu'elle permet de mieux redistribuer finalement l'horizontalité. Et je me pose, et du coup je vous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'effet secondaire à ça, qui fait qu'aussi on doit finalement accepter, on doit oser accepter le fait que du coup on ne va pas correspondre à tout le monde et qu'effectivement il y a peut-être des gens qui vont devoir partir et que finalement on n'est peut-être pas aussi ouvert qu'on croit. Est-ce que c'est pas là du coup cette bataille intérieure? Finalement on n'est pas aussi ouvert qu'on croit, on n'est pas aussi dans cette acceptance de toutes les différences possibles, parce que finalement c'est peut-être trop difficile de mettre tout ça sous un même chapeau et qu'il faut oser accepter être soi. Du coup, oser accepter de renoncer à certaines différences, à des choses qui sont peut-être pas possibles, qu'on aurait aimé rendre possibles. Et du coup, le fait de recentrer ce leadership sur cette vivre sa propre vie, est-ce que ça inclut pas le fait aussi d'imposer quelque part une ligne directrice? Et c'est ça, du coup, la bataille intérieure, à mon sens, c'est d'accepter, d'oser imposer quelque chose qui va pas correspondre à tout le monde, qui va créer du coup des distensions, qui va créer du coup des départs, avec l'effet secondaire, c'est que du coup, on va se retrouver dans un entre-soi, parce qu'on va attirer des gens, effectivement, qui vont plus nous ressembler, qui seront du coup, peut-être, qui vont créer une ambiance plus calme, mais avec cet effet peut-être un petit peu amer derrière, que finalement, on n'est peut-être pas aussi ouvert qu'on croit, on n'arrive peut-être pas tant à accepter tant de différences que ça, mais au moins, on a la paix. C'est plus facile. Et est-ce que, c'est la question que je vous pose, est-ce que justement, est-ce que c'est pas ça, cette bataille intérieure, de se dire, ouais, finalement, est-ce est-ce que le prix à payer pour la tranquillité, c'est pas un certain entre-soi, et du coup un renoncement à l'ouverture qu'on espérait être ou représenter ou avoir ou vivre au départ? Est-ce que c'est pas ça ce truc intérieur qui chiffonne et qu'en fait, ça revient à oser être soi, avec comment dire ça, tous les inconvénients, entre guillemets, de renoncement que ça peut impliquer. Question, point d'interrogation. J'adore. Alors, juste prévenir que ça va être la dernière question parce qu'après, moi, je dois y aller. J'adore. L'horizontalité, tu es en train de parler d'horizontalité et d'inclusion. Tu es en train de parler un peu de deux notions. Et, euh, et moi, pendant que tu parlais, ce qui me venait, c'est j'ai découvert que ces deux choses que j'ai prêchées très fort au début de Pourgue et que j'ai incarné très fort, hein, l'horizontalité et l'inclusion, non seulement je le prêchais, mais c'était quelque chose très concrètement, au début de Pourgue, on a dit ce projet est ouvert à absolument toutes les personnes qui veulent venir s'associer à nous. Venez, du moment où vous croyez en ces valeurs, d'élever les enfants comme on a envie de les élever, en liberté et tout ça, c'est bon, vous êtes accepté dans le. Il n'y a pas de casting, quoi. Vous êtes s'auto-sélectionnent et s'auto-élimineront les individus blindés de pertinence et d'intelligence, chacun. Voilà, quoi. Je croyais vraiment beaucoup à ça, d'être le plus inclusif possible. Et ce que j'ai découvert, un peu une des grosses illusions, c'était pas vrai en fait. J'avais pas vraiment besoin de ça. Et je pense que le monde n'avait pas vraiment besoin de ça. L'horizontalité et l'inclusion, ce sont pas des besoins profonds de l'être humain. Il y a quelque chose de. C'était presque même quelque chose pour nourrir mon ego.
de dire, ah, regardez, on a fait un projet super inclusif et super horizontal, quoi. Et on peut le dire, parce que regardez, c'est prouvé, il y a des choses techniquement qui démontrent que c'est une personne, une voix, qu'on a accepté tous ceux qui voulaient venir, etc., qu'on n'a pas regardé l'argent qu'avaient les gens ou les compétences et tout ça, et on a juste, on fait avec qui vient. Et, euh, et en fait, c'est un discours qui est assez dangereux parce que c'est idéologique et il y a une forme de dogme là-dedans. Et en fait, moi, j'ai pas envie de poursuivre, de suivre le dogme de quelqu'un. Donc, j'ai pas envie de suivre ce Ramin 2017. J'ai plus envie de suivre ce genre de personnes qui font des grands discours et qui sont pas connectés à leurs besoins, en fait. C'est hyper flippant. Il y a parce que là-dedans, je vois de la dissonance cognitive et de la dissonance d'une autre forme qui est plus viscérale, fondamentale. En fait, cette personne qui est à ce point-là dans le déni de ses besoins, mais juste non, maintenant moi je la fuis en fait. Et, et j'ai envie de collaborer avec des personnes qui sont au contact de ce qu'elles veulent vraiment en fait. Et c'est pas vrai que je veux à ce point-là de l'inclusion et de l'horizontalité. En tout cas, c'est beaucoup trop binaire et ça manque de complexité, quoi. J'ai besoin de voir, attends, comment est-ce qu'on est dans un truc plus équilibré entre inclusion-exclusion, entre horizontalité, verticalité. Tout est question d'un équilibre ajusté qui permet quand même ultimement de se sentir bien, de minimiser la souffrance et de maximiser le bonheur et l'épanouissement de chacun. J'ai envie de dire, ça reste quand même ça, l'objectif un peu basique. Déjà poursuivre ça, j'ai envie de dire, c'est déjà pas mal. Je reviens du coup sur un truc qu'on a dit avec Marc. Je suis convaincu qu'il y a des divorces qui sont super heureux, qu'il y a des exclusions et des séparations qui sont super heureuses. Tout le monde s'en sort beaucoup mieux. C'est du gagnant-gagnant parfois d'exclure, de divorcer, de séparer. J'ai envie de dire même, j'imagine la plupart des temps. Je pense que je ne connais pas un seul couple qui a divorcé. En fait, ils s'aimaient encore vraiment, vraiment, mais ils ont décidé de faire du perdant-perdant et de divorcer, quoi. C'est complètement, quelque part, absurde quand tu y penses. Et, et c'est pour ça que oui, j'ai réintégré l'exclusion comme une possibilité pour vivre plus heureux et j'ai intégré la verticalité à certains endroits, déjà en commençant par moi-même, avec un exemple très concret là, que je peux donner. J'ai suivi à la lettre l'enseignement de Sadhguru, qui est le maître de cette école de yoga qui s'appelle Isha, sans déroger à un poil au protocole qui était expliqué, et je répète ce protocole tous les jours de manière stricte et tout ça, et je m'impose une discipline, mais je suis clairement en train de suivre un maître sans avoir questionné à aucun moment donné ce qu'il dit. Et c'est cette partie de soumission et de verticalité que je vis dans ma vie. Je ne vis pas que ça dans ma vie, mais à cet endroit-là, clairement, je vis de la soumission. Et donc, elle est où l'horizontalité là-dedans? Enfin, je veux dire, il y a clairement quelqu'un qui est en train d'expliquer des trucs et de me transmettre, et puis moi qui dis oui, oui, et qui fait exactement ce qu'il dit, et qui croit en ce qu'il propose. Et en plus, bah, ça produit des effets bénéfiques dans ma vie. Donc je suis là, oui, vas-y, impose-moi encore plus de trucs, s'il te plaît, quoi. Enfin, en tout cas, je dois me les auto-imposer ce que tu as envie de me transmettre. Donc voilà, et puis Bourg est maintenant beaucoup plus à l'image de quelque chose d'équilibré entre verticalité et horizontalité. Il y a de la verticalité intelligemment là où on en a besoin, rien que dans des fonctions un peu opérationnelles, de coordination, justement des gens qu'on appelle les leads. On a 11 leads à Bourg qui coordonnent différents domaines d'activité. Et on n'est pas là à se dire que les choses se font par magie, organiquement. Ça, c'était un mot qu'on employait énormément dans les débuts, quoi. Tout va se faire de manière organique. En fait, on a mis vachement de structure, on a mis des process, des protocoles, des tableaux dans lesquels les gens s'inscrivent, etc. Enfin, voilà, quoi, il y a beaucoup, beaucoup de processus et de verticalité, en fait, dans notre organisation. Et donc, quel est le besoin réel, d'ailleurs, je vais finir là-dessus. Quand il y a une personne qui dit il faut faire des organisations qui sont horizontales, vraiment le pouvoir doit être partagé de manière égale et tout, je pense que c'est pas un vrai besoin. Le vrai besoin que les gens sont en train d'exprimer à ce moment-là, et que je pense que j'avais profondément quand j'ai créé l'école dynamique et Pourg et tout ça, en fait, je pense que je voulais vraiment des relations véridiquement bienveillantes, quoi. C'est ça que je voulais, finalement. C'est pas une certaine forme de gouvernance que je voulais. Peu importe la forme de gouvernance, il peut même y avoir un chef qui est super bienveillant et qui est dans une forme de transparence, d'éthique, de concertation et tout ça. Enfin, il peut y avoir des organisations très verticales en fait, qui sont très vertueuses et où les gens interagissent d'une manière qui est très saine à l'intérieur de cette organisation. Et où ils ne sont pas dupes et ils savent que c'est un jeu et on est en train de jouer à un jeu où il y a de la hiérarchie et tout ça. Et puis après, on rentre à la maison et puis on sort du rôle et puis voilà. Et je pense que le besoin qui est exprimé là-dedans, c'est je ne veux plus vivre l'oppression et la cruauté que j'ai pu voir dans le monde des entreprises où les gens se traitent les uns les autres mais comme des merdes. Et ça, c'est non. Et j'ai envie d'être dans une organisation où on se traite bien les uns les autres. Donc finalement, c'est revenir franchement à des choses ultra simples.
Et j'étais là à prêcher l'horizontalité, mais finalement, j'étais en train de prêcher un besoin plus profond que ça, qui était, j'ai envie qu'on ait des relations équilibrées où on se traite les uns les autres d'une manière respectueuse, d'une manière où on a de la considération, on a de la reconnaissance, ou voilà. Bon, beaucoup de mots qui sont un peu galvaudés aussi, le mot bienveillance, le mot considération et tout ça. Je pense on entend l'énergie qu'on y met. Voilà ce qui me vient en entendant ta question. Merci, hein, ça me passionne ces discussions sur Ouais, ces moi thèmes. aussi, j'aime beaucoup la question aussi. Je trouve qu'elle est très puissante. Ça me fait voir des choses que je n'avais pas forcément conscientisées avant. Et en fait, donc, si je reprends un peu dans mes mots et de revenir un peu à la question initiale, effectivement, cette dimension d'horizontalité, de verticalité, cette dimension d'inclusion et d'exclusion potentiellement. En fait, je vois que moi, je cherchais aussi à être inclusif avec le monde horizontal, en fait, le plus inclusif avec les gens, le plus inclusif, donc voilà, avec des approches démocratiques de l'éducation, des approches où il y a beaucoup moins d'autorité, ou en tout cas moins de dynamique autoritaire, et voilà, de comment être plus inclusif avec l'autre, en fait, avec autrui. Et des démarches plus exclusives avec ma verticalité, en fait, c'est-à-dire comment je peux trancher, en fait, comment je peux décider que voilà, cette pensée c'est juste, cette pensée c'est de la merde, cette émotion c'est bien, ça c'est pas bien, la paix c'est cool, la souffrance c'est pas bien, enfin voilà, de couper un peu en 1000 morceaux ma verticalité pour être dans le juste, pour être dans une forme de sainteté, ou en tout cas un idéal d'éveil ou de sainteté, j'en sais rien. Et en fait, j'ai l'impression que la réalité me rappelle un peu à l'ordre, et que c'est en fait presque l'inverse, que la réalité c'est presque l'inverse, à mon sens, en tout cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, la verticalité ne peut être que dans l'union, alors que l'horizontalité ne peut être que dans l'exclusivité. Une autre façon de dire, c'est du coup, dans la dimension verticale, en fait, on est en permanence en interconnexion avec tout le monde, avec tout. Et du coup, bah, par exemple, les pensées qui sont dans notre cerveau, finalement, elles ne nous appartiennent pas complètement, parce qu'elles sont liées à tout un tas de choses qu'on a entendues par le passé. Même finalement, notre corps, il est lié à tout un tas de choses qu'on a mangées, qui viennent donc de l'extérieur. Donc, on est en permanente union, et puis même en temps réel, notre corps et notre système est en échange permanent avec l'extérieur, que ce soit par l'air, que ce soit par les différents éléments, etc. Donc, c'est dans l'union, en fait, même si on a l'illusion de la séparation. Donc, dans cette verticalité, il y a ça. Et dans l'horizontalité, en fait, quelles que soient les décisions qu'on prend, quelles que soient les actions qu'on fait, euh, à un moment, on tranche, quoi. Il y a toujours une limite, il y a toujours une frontière, en fait. Voilà, même si j'ouvre ma porte à 10 orphelins, bah, il y en a toujours un 11e qui sera pas là, en fait. Et même si enfin, voilà, il y a toujours un moment où ça coince, en fait, où il y a une limite. Et c'est la limite qui est liée au monde matériel, juste, tout simplement. Et en fait, j'ai l'impression, en tout cas dans ma démarche actuelle, c'est finalement de non seulement reconnaître, enfin d'observer qu'il y a ces réalités-là, mais de les accepter, du coup. Et pour moi, effectivement, accepter, par exemple, le fait que bah, il y a des pensées avec lesquelles je ne suis pas en accord, qui traînent dans ma tête et qui reviennent en boucle. Euh, Bah voilà, accepter que c'est ça, en fait, qu'il y a ça. Donc, accepter, par exemple, la rumination, accepter des émotions négatives, par exemple, accepter qu'il y ait ces émotions négatives sans même savoir pourquoi elles sont là, euh, sans même chercher à analyser, sans même chercher à les enlever, en fait. Je vois qu'il y a une profonde paix qui s'installe, mais qui n'est pas effectivement une paix, euh, on va dire, superficielle, qui est plus une paix dans la souffrance, ou une paix dans l'émotion négative, une paix dans la rumination. Et donc, c'est finalement d'accepter de voir que bah, la verticalité, elle est inclusive fondamentalement, et qu'en fait, j'ai cru que j'avais eu la capacité d'être exclusif, que j'ai eu la capacité d'enlever les émotions négatives et de mettre que le positif, mais en fait, c'est juste qu'elles étaient sous le tapis, quoi. Et donc, voilà. Et je trouve que, en tout cas, en étant de plus en plus inclusif dans ma verticalité, euh, quelque part, bah, les choses fleurissent d'elles-mêmes. Et finalement, ce qui doit partir part, ce qui doit rester reste. Et du coup, j'accepte aussi plus facilement d'être exclusif dans mon horizontalité. Et j'ai l'impression qu'on ne peut être pleinement exclusif dans son horizontalité, donc pleinement clair, décidé, aligné,
que si on est pleinement inclusif dans sa verticalité, en fait. Je pense que c'est lié les deux. En tout cas, c'est ça qui me vient là en y réfléchissant. Mais en tout cas, merci pour la question. J'avais jamais trop pensé à ça, mais je pense que ça peut être assez puissant à creuser. Et j'ai envie de dire même un message aussi. Merci Marc, c'est vraiment. Ouais, je sens que je vais devoir méditer là sur ce que tu viens de poser parce que c'est sacrément ouais, complexe. Et en fait, il y a quelque chose qui me vient dans les expériences que plusieurs d'entre vous, parce que il y en a quelques-uns, quelques-unes que je connais quand même et qui ont été aussi fondateurs, fondatrices de projets. Et peut-être que ça va résonner avec vous, mais euh, là, par exemple, quand je viens de parler de mon expérience, de choses que je disais, les discours que je tenais au tout début de l'école dynamique et de Pourg, je pense que quelque chose, c'est inévitable, c'est juste le niveau de maturité auquel j'en suis à ce moment-là, et ce que je sais à ce moment-là, et ce avec quoi je suis, quoi. Je ne peux pas faire mieux, c'est ça la meilleure version de Ramin à ce moment-là. Et ce qui est vraiment difficile avec cette position de fondateur ou fondatrice d'un projet, c'est qu'en fait, je pense que c'est impossible d'être dans aucune dissonance cognitive. Il y a des endroits où le fondateur ou la fondatrice est dans une dissonance cognitive. Et d'ailleurs, cette personne va regrouper d'autres personnes qui vont être dans le déni de cette dissonance cognitive et pas du tout la voir et s'embarquer du coup à pieds joints dans un projet qui démarre avec d'énormes dissonances cognitives. Et après, en fait, ce qui est un peu, euh, comment dire, très exigeant envers cette personne particulière et qui est très lourd à porter, et c'est quand même une très haute responsabilité, c'est que c'est quand même principalement de sa faute. Je veux dire, enfin, à le reconnaître que cette dissonance cognitive, c'est quand même elle qui la porte à la base et qui a injecté cet élément de mauvaise santé, j'ai envie de dire, dès le départ du projet, et qui est, on va dire, des erreurs originelles qui ensuite mettent énormément d'énergie à réparer, à guérir, à transformer. Et moi, j'ai envie de dire que c'est une responsabilité qui repose sur elle, parce que c'est un peu elle qui a commencé, qui a invité un peu toutes ces autres personnes dans son projet, quoi, chez elle. Et du coup, c'est aussi à elle de réparer tous ces trucs-là. Et c'est aussi, pour moi, ça explique en grande partie pourquoi un fondateur ou une fondatrice va être beaucoup support de projection et support de, voilà, quoi, enfin, pris comme bouc émissaire et tout ça, pour faire simple. Euh, Parce que la bonne santé du projet dépend quand même énormément. Il y a une interrelation entre le fondateur du projet et le projet lui-même qui est très fort. Il y a un cordon ombilical qui dure, qui dure, qui dure, et ça met 5-10 ans vraiment à aller jusqu'au bout de le couper, faire en sorte que le fondateur ou la fondatrice devient un peu une personne parmi d'autres dans le projet, ce qui est un peu un des objectifs. En tout cas, c'est un des trucs que je me fixe moi avec Pourg, de plus être indispensable, de plus être à ce point interrelié. Euh, et pas juste pour faire de l'horizontalité, parce que c'est bien, hein, vraiment, je sens que c'est un élément de résilience pour le projet. Bref, tout ça pour dire que peut-être de se reconnaître les uns les autres qui avons vécu ce genre de rôle, que c'est un rôle, mais qui est extrêmement exigeant, délicat, difficile à mener, et de peut-être pas être trop dur envers nous-mêmes non plus. Je pense qu'il y a besoin d'être à la hauteur de l'exigence et de prendre sa part de responsabilité qui est énorme et de ne pas la nier, de pas la fuir. Et moi, je pense que c'est ce que j'ai fait dans les débuts de Pourg, en voulant justement que toute la responsabilité soit ultra partagée, en niant du coup la part que j'avais. Euh, et voilà. Je sais pas où j'allais plus loin avec ça, mais juste de aussi se reconnaître à cet endroit et de se donner de la douceur et de la bienveillance, que c'est vraiment pas facile en fait ce rôle. Que c'est un peu normal de s'en prendre plein la gueule par moment. Ça fait partie du game, et puis si on n'est pas prêt pour ça, je pense qu'il vaut mieux pas en fait. Il vaut mieux pas aller là-dedans. Il y aura de l'inconfort extrême. Ouais. Je trouve que c'est aussi une des choses qui est chouette justement là, du temps qu'on a ensemble, c'est de sentir à quel point les notions de leadership authentique, en fait, on les vit tous. Et du coup, de voir un petit peu dans la vie de chacun comment ça se manifeste, que ce soit à travers des questions, des réactions, des partages. Moi, je trouve que c'est ça qui m'aide aussi à cheminer, à avoir justement ces fameux biais que je peux avoir dans mes projets en tant que fondateur, mais aussi en tant que collègue, que soutien, etc. Et je trouve que
c'est là où on retrouve la puissance d'une intelligence plus large que nous, qu'on pourrait appeler l'intelligence collective, là, par exemple, ou l'intelligence du projet. Vient aussi, on pourrait dire, voilà, c'est peut-être le projet, en fait, qui a choisi de réunir un tel et un tel dans cet éco-village. C'est peut-être le projet Leadership Authentique qui a décidé de nous réunir là ce soir ensemble. Et en fait, je trouve que ces changements de perspective, ça permet d'accéder effectivement à différentes perspectives, à différentes intelligences, justement, et donc à sortir petit à petit de nos carcans, de nos biais, etc. Donc, voilà, c'est aussi ça que au départ, quand je disais voilà, leadership authentique, c'est un processus et pas un résultat. C'est un processus, mais c'est pas simplement un processus voilà, vertical. C'est aussi un processus horizontal qui se nourrit de l'intelligence des autres, qui se nourrit de l'intelligence des projets. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'avec avec Ramin, ça nous passionne de faire des formations sur ce thème. On pourrait se dire, mais attends, former sur quoi? Un truc, il n'y a pas de résultat, c'est pas complètement palpable. Et en même temps, il y a quelque chose qui est palpable que là, vous avez commencé à toucher du doigt et à vivre. C'est ce truc de, en fait, à travers des échanges, à travers différents regards, à travers différentes lorgnettes, en fait, on peut se rapprocher petit à petit de cet alignement pour soi, de cet alignement pour notre groupe et de cet alignement pour nos projets, en fait. Donc, ouais, c'est ça pour moi le sens, en fait, de ces moments qu'on vit ensemble et qu'on aime bien partager avec Ramin. Bon, les amis, ça donne envie de poursuivre, hein, clairement, c'est passionnant. Mais là, je vais devoir m'arrêter, on m'attend pour dîner. On en revient à des choses, mais vraiment vachement plus terre à terre. Pragmatique. Bon, en tout cas, c'était un gros plaisir. J'ai eu vraiment du plaisir aussi, même si on n'a pas interagi, Vanina, de revoir ton visage, Léo. Ouais, c'est vraiment cool d'avoir pu partager ce moment avec vous. Euh, et, euh, et ouais, et, euh, et j'espère que les personnes qui nous regardent en replay auront aussi apprécié ce moment. Voilà. Ouais, merci à tous d'être venus, c'était vraiment chouette et ouais, ça m'apporte plein de nouvelles billes, nouvelles réflexions et c'était vraiment cool d'avoir des visages avec qui s'exprimer, ça fait plaisir. Et donc on vous souhaite une très bonne continuation. N'hésitez pas si jamais vous avez des retours, des partages ou des questions par mail, on n'hésitera pas à répondre. Mm. Ouais. Et peut-être prévoir un autre temps si jamais ça s'y prête. Voilà. Mm. Ouais, on fera sûrement d'autres lives un peu dans ce type-là Mm. par la suite. Les causeries de ce qui nous vient sur le moment, quoi. Finalement, c'est ça qui est, je sais pas, C'est ça. je trouve, qui finalement un truc non planifié, c'est là où il y a le vivant qui s'exprime et c'est ça qui est cool. Voilà, les papas de philo, quoi. Bon, allez, ciao tout le monde. Allez, bonne soirée à tous et à Bonne toutes. soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut.